Bonjour à tous, bien écoutez, je suis ravie de vous accueillir sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation de la Gazette des communes. Donc comme on peut le voir sur la slide qui suit, la Gazette des communes, au-delà du magazine que vous connaissez certainement, c'est aussi un organisme de formation qui est bien évidemment certifié Calliope. Monsieur Pifo, si je peux vous demander de passer à la slide d'après. Voilà, un organisme de formation qui a plus de 20 ans d'expérience, Calliope, je vous le disais, Mon Compte Élu, un organisme à créer pour la formation des élus locaux. Et puis, ce sont plus de 300 programmes, voire même maintenant 350, avec plus de 100 sessions, 2000 sessions programmées chaque année. Donc, sur la slide suivante également, vous verrez les différentes thématiques que nous abordons à travers nos formations. Le catalogue 2024-2025 vient de sortir. Je vous mettrai le lien pour aller le télécharger dans la conversation. Et donc, pour la rubrique qui va nous intéresser ce matin, nous avons bien sûr une offre conséquente sur tout ce qui est gestion et finances locales. Alors, slide suivante également, vous le verrez, nous avons Franck Pifo qui est avec nous ce matin, qui anime beaucoup de nos formations à nos côtés, mais qui anime notamment la formation sur la recherche de subventions, dont il va vous donner un avant-goût ce matin. Et puis, nous avons un grand cursus responsable des finances locales que vous pourrez également consulter. Et puis, il y a cette fameuse journée annuelle que je vous ai présentée sur la slide d'après, avant de laisser la parole à Franck Pifo, sur le décryptage du projet de loi de finances 2025 cette année. Chaque année, cette journée a lieu en octobre. Cette année, elle est le 21 octobre à Paris. Et c'est notre ami Michel Klopfer, grand spécialiste du sujet, qui nous accompagne depuis des années maintenant et qui sera de nouveau avec vous le 21 octobre. Session à la fois en présentiel, mais aussi en distanciel, live, le même jour. Donc voilà, surtout ne manquez pas ce rendez-vous, ne tardez pas à vous inscrire. En présentiel notamment, il reste quelques places disponibles. En distanciel, vous pouvez y aller. Nous serons vraiment ravis de vous y accueillir le 21. Donc, c'est effectivement Franck Pifo qui nous accompagne. Il est consultant et formateur depuis plus de 12 ans, diplômé de Subdeco Bordeaux et en expert, pardon, même un petit peu plus que 12 ans. même un petit peu plus, oui, effectivement, le temps passe. Voilà, il est aussi diplômé en expertise comptable depuis 96 et il a surtout été élu local pendant 25 ans, donc avec une vraie connaissance terrain des problématiques que vous pouvez rencontrer aujourd'hui. N'hésitez pas tout au long de l'intervention à lui poser des questions grâce à votre petit module questions symbolisé par un point d'interrogation que vous avez sur le menu GoToWebinar. Voilà, et moi je les lui relayerai à la fin de son exposé. Je vais donc lui laisser la parole. Bon webinaire à tous et je vous retrouve tout à l'heure pour les questions. Je vous laisse la parole, Maître. Au revoir. Merci beaucoup Laurence. Bonjour à toutes et à tous. Je vois qu'on est déjà un peu plus de 200 sur les 460 et quelques qui étaient inscrits. Donc je sais que c'est un sujet qui évidemment vous intéresse tout particulièrement. Alors en quelques 60 minutes à peine, évidemment, on va effleurer très rapidement la thématique de la recherche de financement qui est un enjeu fondamental pour vos collectivités territoriales. Et donc, on va balayer très rapidement, vous voyez le sommaire, autour de quatre temps, pardon. Une partie plus consacrée à la partie subvention publique que vous connaissez déjà assez fortement, mais bon, dans la formation qui vous est dispensée sur 2 jours, on va forcément aussi sur des dispositifs qui sont un petit peu moins connus, mal connus ou pas beaucoup utilisés par vos collectivités, où on a tendance peut-être à se concentrer sur des financements publics plus, ce que j'appelle habituels ou traditionnels.
On ira aussi pendant quelques minutes sur l'intérêt, l'opportunité et les formes que peuvent prendre les partenariats avec des financeurs privés qui sont souvent aujourd'hui assez peu mobilisés dans vos collectivités. Alors, dans certaines, on a l'habitude de travailler avec des acteurs privés, donc on sait un petit peu manier les différentes formes de relations qu'on peut établir pour capter du financement auprès de ces fonds privés. Et puis, dans une deuxième séquence, on s'intéressera un petit peu à évoquer comment on peut s'organiser à l'intérieur de vos collectivités pour être en mesure de pouvoir réussir à obtenir, à bénéficier d'un maximum de financement public et ou d'ailleurs privé. Tout ça devant s'inscrire certainement et nécessairement même dans une stratégie financière qui sera propre à chacune de vos collectivités. Et donc, ça sera la dernière séquence sur laquelle eh bien, on terminera. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer dans un premier temps à évoquer la partie financement, subvention, dotation publique que vous pouvez mobiliser. Alors, dans un premier temps, on va évidemment s'intéresser à déjà un petit peu toutes les sources de financement que vous pouvez obtenir d'un point de vue national. Et dans le volet public, on n'oubliera pas également toute la partie des fonds européens, des différentes natures d'ailleurs de fonds européens. Alors souvent, c'est pas un sujet tabou, mais c'est des dispositifs sur lesquels assez peu de collectivités vont, parce qu'on verra que, évidemment, pour certains, c'est assez complexe, un petit peu rigoureux et exigeant en matière de formalisme. Alors ça dissuade parfois les bonnes volontés d'aller sur ces dispositifs et c'est dommageable puisqu'il y a beaucoup d'argent en fait à pouvoir aller capter et on verra qu'il n'y a pas simplement les fonds européens que vous connaissez du type les fonds structurels comme le FEDER, mais qu'il existe beaucoup plus de dispositifs qui sont aussi intéressants pour un certain nombre de vos projets structurants, en tout cas de projets d'importance. Donc, dans un premier temps, rappelez quand même qu'au niveau national, vous avez déjà des partenaires publics traditionnels qui sont là pour vous apporter, ou en tout cas que vous pouvez solliciter pour des financements. Alors, l'État, déjà à commencer par l'État, et l'État est un petit peu polymorphe, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de visages et beaucoup de dispositifs qui peuvent être mobilisés, que ce soit l'État directement, notamment au travers des préfets en région et évidemment dans les départements qui sont à même de gérer un certain nombre de dotations versées par l'État, aussi bien pour le fonctionnement que, évidemment, pour l'investissement. On reviendra un petit peu sur ces notions parce que certains dispositifs, on les a bien identifiés comme étant utiles pour financer vos projets en investissement, mais ils peuvent également se décliner pour certains en fonctionnement. Et vous avez après, évidemment, toutes les directions régionales. Alors, on n'ira pas sur toutes les types, mais enfin, la DRAC, ça doit vous parler, la DREAL, ça doit vous parler, qui vous permettent aussi de pouvoir accéder à un certain nombre de dispositifs de financement. Et puis, vous avez encore toutes les autres instances, alors que j'ai mis sous le vocable d'agence nationale. Là, vous avez évidemment, dans tous les secteurs, vous avez la possibilité de trouver des partenaires et on verra que parfois, évidemment, c'est en termes d'ingénierie que vous pouvez les solliciter pour vous aider à travailler sur vos projets, mais que aussi, c'est aussi des sources, évidemment, pour trouver les financements. On parlera rapidement des régions. Les régions, sous leur, enfin, on va en parler peut-être rapidement tout de suite, sous leurs fonds, non pas européens, puisqu'elles gèrent une grande partie des fonds européens, mais vraiment sur le fonds propre. Et là, vous avez évidemment, selon vos régions, des dispositifs qui sont différents. Alors, autant de régions, autant de politiques d'intervention, même si, évidemment, on retrouvera des liens entre les actions que peuvent quand même porter les exécutifs régionaux. Vous avez évidemment toute la partie départementale que vous pouvez solliciter, sachant que là c'est pareil, autant de départements, autant de priorités. Malgré tout, on retrouve un certain nombre d'actions qui sont quand même traditionnellement les secteurs d'intervention des départements, sachant que je vous rappelle également que depuis la loi NOTRe, évidemment, avec le fait que les départements aient perdu un certain nombre de compétences, il aurait plus difficile, en tout cas aujourd'hui, de vous soutenir sur certains projets qui ne sont pas en lien direct avec les compétences que leur a
garder la loi NOTRe. Donc c'est vrai que ça peut parfois limiter un petit peu leur champ d'intervention. Et donc c'est vrai que c'est peut-être un petit peu moins une source de financement que cela a été, sachant qu'en plus les départements ont leurs propres contraintes financières. Mais ça reste quand même toujours des acteurs de proximité importants et qui peuvent vous accompagner pour quand même bon nombre de vos projets. Et puis après, vous avez, alors je sais bien que dans ce webinaire, nous avons peut-être à la fois des représentants de communes, d'intercommunalités, je crois qu'il y avait également des personnes de départements ou de collectivités territoriales uniques qui se sont inscrites, mais là je m'adresse un petit peu plus aux communes. Vous avez la possibilité évidemment de mobiliser les intercommunalités au travers des différents dispositifs qui peuvent être mis en œuvre. Et le premier auquel, évidemment, moi je pense, quand je suis en train de parler de financement de projets avec les intercommunalités, c'est toute cette notion de fonds de concours, donc sur laquelle, en fonction des pratiques, en fonction de ce qui se fait sur votre territoire, parce que vous avez très certainement, formellement ou parfois de façon informelle, un pacte financier et fiscal qui précise un certain nombre de règles du jeu entre les intercommunalités et leurs communes membres. Normalement, la notion de fonds de dotation est évoquée, et les fonds de dotation, je rappellerai que ce n'est pas simplement, comme trop souvent on le considère, un outil qui permet de financer l'investissement. Vous pouvez mettre en place des fonds de dotation qui concernent aussi des dépenses ou des actions qui sont portées dans le fonctionnement. Donc il ne faut pas se limiter à simplement l'approche de fonds de dotation. Ça me permet de financer un certain nombre de mes investissements. Et alors, selon les territoires, on a des possibilités de bénéficier de ces fonds de dotation sur des systèmes qui sont parfois très souples, avec des enveloppes qui sont prévues, par exemple, pour la durée du mandat, etc., sur les domaines d'intervention qui sont aussi très larges. Je vous rappelle que les fonds de dotation ont comme caractéristique, les fonds de concours, pardon, oh là là, j'utilise un mauvais terme depuis quelques minutes, pardon, les fonds de concours eh bien, portent par définition sur des compétences qui ne sont pas exercées directement par l'intercommunalité. Et donc, elles peuvent, malgré tout, ces intercommunalités vous aider, puisqu'elles peuvent concourir au financement de vos actions avec la règle du jeu, c'est que le financement ne doit pas être le financement le plus important. Vous devez garder le financement le plus important entre elles et vous, compte tenu des autres financements que vous auriez pu obtenir auprès d'un certain nombre d'autres acteurs publics. Donc, c'est simplement deux, trois petites règles du jeu sur lesquelles il faut être attentif, mais la part de financement des intercommunalités au travers de ces fonds de concours peut quand même être quelque chose d'intéressant à mobiliser. Et quand je dis intéressant, c'est peut-être aussi quelque chose qui est parfois un petit peu facile. Et donc, on aura peut-être à un moment donné, quand on parlera de stratégie, de réfléchir à quand est-ce que je vais utiliser certains dispositifs. Après, vous pouvez avoir d'autres sources de financement. Alors, je ne vais pas citer tous les acteurs publics qui pourraient vous apporter d'une manière ou d'une autre des ressources pour vos activités, pour vos projets. Bon, là, j'ai cité les parcs naturels régionaux. Il peut y avoir d'autres organismes comme les voies navigables de France en fonction à la fois de vos territoires et puis des particularités de vos territoires sur lesquelles, effectivement, un certain nombre d'acteurs peuvent être aussi des sources de financement. Alors, pour aller très très vite, bon, ça c'est des choses que vous connaissez à peu près tous évidemment. On est sur les dotations, alors là que j'ai qualifié évidemment plutôt tournées vers l'investissement, la DETR, la DPV, les dotations de soutien à l'investissement local ou départemental. Donc là j'ai pensé un petit peu à nos amis représentant les départements. Alors, ces dispositifs, c'est essentiellement pour l'investissement auquel ils sont destinés, mais vous pouvez aussi en bénéficier au travers d'un certain nombre de dépenses qui sont plutôt inscrites dans la section de fonctionnement. Donc ça, c'est aussi des choses qui vont un petit peu à l'esprit pour pouvoir mobiliser ces financements que j'ai qualifiés d'habituels, de traditionnels, aussi bien pour le fonctionnement que pour l'investissement. Après, comme je le disais tout à l'heure, déjà un petit peu avec les fonds de concours,
Moi, c'est des fonds que je qualifie de fonds de dotation relativement faciles à obtenir, ce que je qualifie parfois de filet de sécurité en disant, dans ma recherche de financement, il y a des dispositifs qui sont assez faciles à mobiliser. Alors, quand je dis assez facile, c'est qu'on n'est pas, évidemment, on n'a pas la garantie chaque année de pouvoir bénéficier de la totalité des demandes qu'on va faire sur ces dotations, mais que c'est quand même relativement facile d'en obtenir. Et donc, dans ces cas-là, de pouvoir les inscrire ou les mobiliser lorsque l'on est dans une incapacité, en tout cas, à trouver d'autres formes de financement et non pas se jeter immédiatement sur ces dotations qui sont classiques, qui sont aussi effectivement avec une dimension peut-être un petit peu politique, puisque je vous rappelle que pour la plupart d'entre elles, le préfet, soit du département, soit le préfet de région, ont la possibilité évidemment et d'arbitrer et d'orienter les priorités locales. Donc il y a aussi cette dimension-là qu'il faut intégrer. Mais je pense que dans un premier temps, si on veut être pertinent par rapport à la possibilité de maximiser notre recherche de financement, c'est plutôt de partir sur le principe que ce sont des ressources qu'il faut mobiliser plutôt dans un deuxième temps et dans un premier temps se consacrer à d'autres recherches, à d'autres ressources que l'on pourrait trouver auprès d'autres financeurs ou en tout cas d'autres dispositifs de financement. Alors, dans les fonds habituels, c'est pareil, j'ai mis habituel, même s'il est assez récent, c'est évidemment le fonds vert que vous connaissez depuis 2 ans. Alors, j'ai rajouté, avec un point d'interrogation qui est l'avenir, les orientations. Alors, on verra ce que pourra vous dire éventuellement mon ami Michel Klopfer le 21 octobre, lorsqu'il évoquera le projet de loi de finances. Le 21 octobre, si j'ai bien compris, on aura, oui, eu, mais pas depuis très longtemps, les éléments du contenu de ce futur budget de l'État. Donc, la loi de finances ne devant pas être dévoilée apparemment pas avant le 9 février. Malgré tout, on a des informations qui sont un petit peu en boucle depuis quelques mois, et notamment pratiquement depuis la mise en œuvre de la loi de finances 2024, parce que dès février 2024, on avait des avertissements concernant des réductions sur l'enveloppe en 2024 du fonds vert, et a priori, il risque d'y avoir aussi une imputation assez forte en 2025. Alors évidemment, c'est dommageable pour les collectivités, c'est dommageable évidemment par rapport à nos urgences à traiter toute la problématique de transition environnementale. C'est vrai qu'il serait peut-être souhaitable que l'État ait aussi une position assez forte là-dessus pour maintenir une enveloppe conséquente pour vous aider, vous collectivités, à pouvoir rentrer plus rapidement et plus fortement sur toute la problématique de transition écologique et environnementale. Donc le fonds vert, il a fallu un certain temps pour quelques collectivités à s'habituer à ce nouveau dispositif qui, pour être tout à fait honnête, recyclait d'autres dispositifs existants, mais avec quand même des éléments nouveaux sur toutes les thématiques de l'environnement. Donc c'est vrai qu'en 2023, toutes les demandes n'ont pas pu être traité favorablement parce que là, c'est pareil, les premières collectivités à avoir déposé leur dossier très rapidement ont bénéficié de ce fonds. Et puis, quand on est intervenu un petit peu plus tardivement, courant de l'année 2023, évidemment, l'État a dit c'est plus possible en 2023, vous verrez éventuellement en 2024. Donc, il y a un certain nombre de vos demandes qui n'ont pu être financées via ce dispositif du fonds vert que dans le courant de l'année 2024, et donc avec une enveloppe qui a été réduite en 2024 et qui reste incertaine, en tout cas en ampleur, pour 2025. Malgré tout, évidemment, il faudra être prêt, parce que je vous rappelle que dans le cadre du fonds vert, alors ce n'est pas le seul dispositif sur lequel c'est devenu quand même quelque chose de plus en plus important, eh bien, on vous demande de déposer des projets mûrs. C'est-à-dire que les projets ne doivent pas être verts, mais ils doivent bien concerner le vert, ils doivent être mûrs dans le fait qu'ils vont être réalisés très rapidement. Voilà sur cette partie des dotations qui sont quand même, ou fonds, qui sont assez habituels. Je rajouterai
Là, sans rentrer dans le détail de chacun de ces dispositifs, puisque certains sont très spécifiques à certains territoires. C'est le cas, par exemple, des deux derniers, le programme des interventions territoriales de l'État ou les fonds d'intervention maritime. Les PIT concernent à peu près une dizaine de territoires, à la fois en Outre-mer, mais aussi en Bretagne pour la problématique de l'eau, par exemple, qui vont permettre aux collectivités de bénéficier de fonds prioritaires qui sont gérés au travers d'une forme interministérielle et donc qui permettent quand même d'avoir des actions structurantes financées un peu plus largement que si évidemment on allait chercher à mobiliser des fonds un petit peu plus classiques. J'insisterai peut-être, ou je rappellerai, parce que effectivement vous êtes un certain nombre malgré tout à les connaître. Parfois, je suis surpris quand même qu'on ne connaisse pas très bien le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire, le FNADT, alors qui est pareil, à la main des préfets, bien entendu. Donc parfois, c'est comme ça que vous le découvrez, parce que vous avez déposé une demande de dotation au travers de la DESIL ou de la DETR, et puis que le préfet vous dit, ben non, vous allez plutôt l'orienter vers tel ou tel dispositif. Alors, je vous rappelle que les préfets, ils ont aussi cette capacité-là aujourd'hui, un peu à orienter vos demandes vers un certain nombre de fonds qu'ils gèrent, parce que ça leur permet aussi de répondre à leurs objectifs de consommation de ces différents dispositifs. Donc parfois, on est un petit peu démuni parce qu'on pensait pouvoir bénéficier de tels fonds, de telle catégorie de fonds, et puis on va se retrouver orienté vers tel autre. Donc il y a aussi une certaine agilité ou une capacité nécessaire à vos collectivités pour éventuellement rebondir et dire dans ces cas-là, si ça passe pas sur tel dispositif, éventuellement d'aller vers un autre dispositif en plus de celui que vous aviez déjà initié en première instance. Donc simplement sur le FNADT, ça couvre beaucoup de dépenses qui sont axées autour de trois priorités, tout ce qui va toucher à la problématique de l'emploi, mais dans l'emploi avec cette notion notamment de répondre à des besoins de proximité, donc tout ce qui va concerner des systèmes productifs locaux, etc., etc. Donc ça peut aussi tourner autour de projets liés à l'économie circulaire, peut-être, par exemple. Vous avez après un deuxième volet qui est important pour tout ce qui va concerner, alors le mot est très valise, mais enfin ça s'appelle l'attractivité des territoires. Donc ça veut dire que là, eh bien, ça embrasse très très large. Ça va aussi bien de tout ce qui va être mise en valeur du patrimoine, qui peut être évidemment le patrimoine naturel et pas simplement le patrimoine au sens patrimoine bâti, social, culturel, tout ce qui va être aussi autour des grands équipements et des actions permettant d'améliorer les services à la population et ou d'ailleurs aux entreprises. Et puis après, il y a un troisième volet qui est aussi intéressant, qui peut être un petit peu plus sur tout ce qui va être projet un peu innovant ou expérimentation. Donc là-dessus, évidemment, il y a une approche et une dimension que vous pouvez aussi peut-être intégrer à certains de vos projets pour les rendre éligibles, par exemple, à ce FNADT. Donc c'est quelque chose qui peut être tout à fait intéressant aussi d'avoir à mobiliser le FNADT. Certains, ou certaines collectivités, vous le connaissez, parce qu'il y a une grande partie des fonds qui concernent les contrats, que ce soit à cœur de ville, enfin toutes les formes de contrats aujourd'hui qui sont portés par l'Agence nationale de cohésion des territoires. Une grande partie des financements transitent par le FNADT. Mais ce n'est pas exclusivement destiné à financer que ces opérations-là, même si ça consomme une forte partie de l'enveloppe. Un autre dispositif qui est pareil, alors parfois très connu et puis dans d'autres territoires relativement méconnus, c'est la dotation globale de décentralisation, donc qui vous permet de pouvoir bénéficier au titre d'un certain nombre de compétences qui ont été laissées ou données aux collectivités, de permettre de bénéficier d'enveloppes. Alors, je vous cite quelques thématiques, puisque c'est les plus connues, qui portent par exemple notamment sur la problématique des bibliothèques et des médiathèques. Les DGD, c'est tout à fait intéressant, à la fois pour financer la partie fonctionnement et investissement de dépenses relatives à des projets
concernant les bibliothèques et les médiathèques. Alors ça, c'est porté et suivi par les DRAC, donc c'est aussi quelque chose qui est relativement accessible. Donc, pensez que quand vous avez quelque chose en matière d'investissement ou en matière de fonctionnement, par exemple, je cite souvent le cas, vous changez les horaires d'accès ou d'ouverture à la bibliothèque ou à la médiathèque. Cela peut entraîner évidemment des coûts supplémentaires pour le service. Eh bien, vous pouvez bénéficier d'un financement au travers de la DGD bibliothèque. Puis après, vous voyez que vous pouvez avoir, vous les connaissez ponctuellement pour tout ce qui va concerner peut-être le dédommagement dans la réalisation de documents d'urbanisme, par rapport aux monuments historiques, par rapport à ce qu'on appelle la DGD transport, enfin la COTU, etc., etc. Donc ça, c'est pareil, c'est un dispositif sur lequel on n'a pas spontanément l'idée d'aller, et donc qu'il faut bien aussi avoir à l'esprit en disant ah, est-ce que j'aurais pas telle chose qui pourrait rentrer dans un des volets de la fameuse DGD. Voilà. Après, et pour aller relativement vite, puisque j'avais déjà un petit peu évoqué, vous avez toute une série de partenaires publics au travers soit de directions régionales, soit au travers d'agences nationales qui peuvent être évidemment très utiles à solliciter pour porter vos projets et vous accompagner. Alors, avec la dimension parfois ingénierie, c'est-à-dire vous aider sur sur la préparation de vos projets, mais aussi évidemment la plupart du temps avec un volet financier. Donc là, je cite sans être exhaustif, bien évidemment, parce que ça serait trop long de pouvoir aborder toutes les entités qui peuvent être mobilisées ou sollicitées, donc la DRAC, la DREAL, l'ADEME que vous connaissez évidemment pour toute la problématique énergétique et environnementale, l'ANRU ou l'ANA que vous connaissez dans certains cas très très bien parce que vous êtes dans des programmes de rénovation urbaine pour ce que la partie ANRU, l'Agence nationale des sports, l'ANS, on reviendra tout à l'heure quelques minutes dessus parce que parfois, quand on sera sur le volet partenaires privés, quand on parle des fédérations françaises de sport ou d'autres activités d'ailleurs, là sur la partie sportive, peut-être que vous aurez aussi à coordonner tout ça au travers de l'ANS. Évidemment, les agences de l'eau, alors réforme ou pas sur leur mode de financement, peu importe. En tout cas, aujourd'hui, les agences, vous les mobilisez souvent sur des choses que vous connaissez traditionnellement, que ce soit l'eau par définition et l'assainissement, mais il faut avoir à l'esprit qu'elles peuvent vous accompagner sur des choses un petit peu plus larges, notamment, par exemple, si vous avez des travaux liés à de la végétalisation ou de la désimperméabilisation dans les cours d'école ou d'autres lieux, eh bien, vous pouvez mobiliser des fonds, des agences de l'eau pour vous accompagner dans ce dispositif. Donc là, je dirais, l'agence de l'eau, il faut voir pas simplement sur ces axes d'intervention que vous connaissez bien, eau, assainissement, s'il n'y a pas d'autres domaines dans lesquels elle pourrait intervenir, auxquels on ne pense pas intrinsèquement. Après, bon, le CEREMA pour le volet plutôt ingénierie, l'Office français des biodiversités, aussi pas mal d'accompagnement. Il existe aussi un certain nombre de dispositifs de financement, alors parfois très spécialisés, voire très tournés vers le monde agricole, etc., etc. Et puis, évidemment, j'étais bien obligé de citer aussi l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui est un acteur indispensable à identifier, qui porte un certain nombre de dispositifs à la fois pour vous aider à réaliser vos projets en matière d'ingénierie et aussi qui porte des dispositifs de financement. Voilà, et puis après, là, en allant très très vite sur ces deux dispositifs qui sont un petit peu particuliers parce que je ne sais jamais vraiment où les classer, c'est du public, c'est du privé, puisqu'en fait, quand même, l'origine des fonds est quand même plutôt porté vient plutôt d'acteurs privés, mais après les modes d'administration ou pour en bénéficier, vous avez l'État qui, d'une manière ou d'une autre, va être impliqué dans l'affaire. Donc là, je pense, alors c'est le week-end des journées du patrimoine, donc je pouvais ne pas citer tout ce qui va tourner autour du loto du patrimoine. Et donc là, vous avez l'acteur, alors qui est une structure particulière, puisqu'il est une société commerciale, là, mais sous forme de SEM, qui est la FDJ qui s'occupe, la Française des Jeux qui s'occupe de collecter les fonds. Et après, vous savez que l'administration, il y a la mission Berne et qui s'appuie sur un acteur qui s'appelle la Fondation du patrimoine, dont on parlera peut-être tout à l'heure quand on sera sur la partie fondation et fonds de dotation que vous pouvez mobiliser
vos projets. Et puis après, il y a tout ce qui va tourner autour des certificats d'économie d'énergie, tant que le dispositif existe, hein, sachant que ce dispositif est fortement contesté et remis en cause dans les derniers rapports, notamment de la Cour des comptes, sur la façon dont on met en place les conditions d'accès à ces financements. Alors, c'est assez compliqué, hein, c'est vrai, c'est assez abscons comme mode de fonctionnement. Donc, si vous voulez aller sur des certificats d'économie d'énergie, ne travaillez pas tout seul. Vous avez souvent sur vos territoires les syndicats départementaux d'énergie qui se sont appropriés, en tout cas qui interviennent sur cette problématique-là. Et puis, vous avez aussi un certain nombre de structures privées qui peuvent vous accompagner. Alors là, toujours un petit peu de point de vigilance, hein, parce qu'il y a eu pas mal de problèmes parfois avec des structures plutôt de type officine qui n'étaient pas très claires sur leur façon d'intervenir. Mais il existe heureusement des sociétés tout à fait honorables qui peuvent vous permettre de maximiser cette ressource qui peut quand même être conséquente sur certains de vos projets et parfois sur des projets qui ne sont pas forcément des projets de grande ampleur auxquels on ne pense pas forcément ou pas nécessairement. Et là, je vais citer, par exemple, ça me vient à l'esprit, si vous mettez ou remplacez des robinets thermostatiques sur vos radiateurs, eh bien, vous êtes certainement éligible à des certificats d'économie d'énergie. Donc, ça veut dire aussi que ça peut être une source de financement qui vous accompagne, pas forcément sur ou pas nécessairement sur des projets de grande ampleur, mais aussi peut-être sur des actions ou des projets qui sont un peu plus courants ou dans des enveloppes plus petites. Mais je pense qu'évidemment, il faut des compétences particulières et là, il faut évidemment vous faire aider. Alors très rapidement également, parce que le temps passe très vite, et si on veut parler un peu des acteurs privés et un petit peu de stratégie, je vais quand même le faire, mais de façon rapide, aborder la problématique ou la question de la mobilisation des fonds européens. Je disais que c'était quelque chose sur lesquels on allait un petit peu moins. Alors évidemment, dans les collectivités plus petites, ça paraît tellement complexe qu'on y renonce parfois, et je dis c'est quand même dommage parce que vous avez des enveloppes conséquentes, hein. Je vous rappelle que sur les millésimes 2021-2027, l'Union européenne, au travers des fonds structurels qui vous sont cités là, que vous connaissez peut-être, notamment le FEDER ou le FSE, qui est devenu le FSE+, c'est plus de 18 milliards, 18,3 milliards à l'échelle française qui est attribuée, hein. Donc c'est quand même une masse qui est conséquente, la plus grosse partie concernant évidemment la partie FEDER, et puis après on a une grosse enveloppe aussi qui concerne pour tout ce qui va être l'action sociale au sens très large du terme, hein, qui est portée par le FSE. Là-dessus, vous savez que depuis 2014, ce sont les régions qui gèrent la plupart de ces enveloppes. L'État en a encore, enfin intervient encore, notamment sur une partie du FSE, par exemple. Et donc, c'est quand même un accès qui est un petit peu plus facile que ce qu'il était précédemment. Malgré tout, évidemment, vous avez des dossiers qui sont exigeants à réaliser. Mais là, quand vous avez établi une relation avec les services de la région qui vont être en charge de l'instruction de vos dossiers, vous pouvez aussi avoir une forme de coopération pour que ces services vous aident un petit peu, quand vous êtes sur les premiers dossiers que vous allez déposer, sur la formalisation de ces dossiers qui vous amènent à valoriser très fortement vos projets dans le sens où c'est simplement pas une demande pour voilà, je veux réaliser tel projet, c'est qu'on va aller vous solliciter, enfin vous demander de préciser des dimensions en termes d'enjeux, en termes d'objectifs, en termes de voilà, donc de vous amener un petit peu à réfléchir à quel est l'objet réel de mon projet, quelles sont les attentes et quels sont les éléments qui vont me permettre de pouvoir mesurer si la mise en œuvre du projet permet d'obtenir ces objectifs. Donc, c'est une démarche qui, au début, peut être un petit peu particulière parce qu'on n'a pas forcément envie d'aller trop dans ce que j'appellerais un peu le brainstorming, c'est-à-dire de trouver toutes les dimensions à un projet. Mais c'est une démarche qui est en réalité hyper intéressante parce qu'il ne faut pas la limiter au seul dossier de subvention tourné auprès de l'Europe, mais aussi de bien aller au-delà, c'est-à-dire que dans tous vos projets,
eh bien, c'est une façon de les aborder, essayer de les décortiquer, essayer de les analyser pour savoir toutes les dimensions, tous les enjeux qu'ils comportent, parce que c'est comme ça que vous allez peut-être trouver des dispositifs que vous allez pouvoir solliciter pour le financement de vos projets, auxquels vous n'auriez pas immédiatement pensé. Alors évidemment, aujourd'hui, si vous mettez de l'inclusion, du handicap, de l'égalité homme-femme, etc., ça sera forcément très, 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 très porteur et ça vous ouvre beaucoup plus de portes. Tout ça vous bonifie aussi un certain nombre de dispositifs, mais n'oubliez pas que vous avez la biodiversité, que vous avez plein de dimensions qui peuvent être induites à une partie de vos projets. Donc, allez dans l'analyse, dans les enjeux, dans tous les éléments que cela peut comporter. Ça vous sera utile si vous voulez faire des dossiers utiles et nécessaires et obligatoires si vous faites des dossiers qui financent des fonds européens, mais ça vous est utile aussi auprès de tous les autres financeurs. Donc sur les fonds européens, vous connaissez ce qu'on appelle les FESI, les fonds européens structurels d'investissement, donc FEDER, FSE+, FEAMPA. FEAMPA, c'est toutes les affaires maritimes et toute la partie pêche et aquaculture. Donc là, c'est aussi orienté sur des secteurs territoriaux, professionnels très particuliers. Vous avez également un fonds qui est nouveau, qui s'appelle le Fonds de transition juste, pour lesquels toutes les régions ne sont pas allées. Donc, selon vos régions, vous pouvez ou pas bénéficier de ce dispositif lié à la transition. Évidemment, vous avez un fonds qui est un peu particulier parce qu'il est plutôt rattaché au monde agricole et là, il y a quand même une dimension rurale, c'est le FEADER. Je vous rappelle que le FEADER finance, par exemple, notamment beaucoup d'actions au travers du programme LEADER, hein, qui est porté par des GAL ou par des PETR. Donc, vous avez quand même accès aussi pour les territoires ruraux, on est bien d'accord, à ce type de dispositif. Et puis après, il faut aussi savoir qu'il existe des fonds qui ne sont pas structurels, qui sont qualifiés de fonds sectoriels ou thématiques. Alors, évidemment, si vous n'avez jamais fait de projet avec des financements européens, n'allez pas là-dessus immédiatement, allez plutôt sur les fonds structurels un petit peu plus classiques, hein, évidemment. Mais bon, il faut savoir que sur la partie environnementale, il y a un fonds qui s'appelle le LIFE, alors qui est de plus en plus d'ailleurs relayé au niveau français, par notamment le ministère de la Transition énergétique. Vous en avez d'autres, vous voyez, sur la partie Europe créative, ça va plutôt être des dossiers ou des projets sur la création culturelle. Donc, ça peut être tout à fait aussi pertinent par rapport à certains de vos projets. Toute la partie Erasmus, et là, Erasmus, ce n'est pas simplement l'auberge espagnole, l'échange d'étudiants, mais il y a aussi d'autres dimensions. Alors, évidemment, là, il va falloir avoir une forte dimension un peu d'échange et de relations avec des pays de l'Union européenne, hein. Alors, ce n'est pas obligatoire pour l'ensemble de ces fonds, hein. Évidemment, si on peut mettre en plus en avant que ça a une dimension au niveau européen, ça ne peut les rendre qu'éligibles. Vous avez d'autres dispositifs qui sont plus liés au monde soit de l'entreprise ou de la recherche, comme par exemple Horizon Europe. Et puis, il y en a évidemment beaucoup, beaucoup plus d'autres, puisqu'en réalité, il y en a à peu près 140 qui existent, parfois sur des territoires très, très limités au niveau européen ou sur des actions très, très spécifiques. Donc ça veut dire il faut savoir qu'on peut avoir accès à d'autres fonds européens en dehors de ceux qui sont administrés directement par les régions et parfois une partie de l'État quand même aussi, alors que ces dossiers-là, tout ce qui va être fonds sectoriels ou thématiques, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est un peu plus lointain déjà, puisque c'est directement porté par la Commission européenne. Alors je vous disais quand même malgré tout qu'aujourd'hui, notamment par exemple le LIFE, on essaye de relayer ça via aussi les ministères, mais enfin c'est quand même à l'arrivée la Commission européenne qui va traiter de ces dossiers. Voilà. Un tout petit élément pour terminer sur cette partie de fonds publics, parce que vous pouvez en solliciter beaucoup, beaucoup, on est bien d'accord. Bon, c'est quand même limité, encadré. Donc, avec simplement un rappel sur la règle du maximum des 80% que vous pouvez obtenir au titre des financements publics, pour repréciser, parce que parfois cette règle n'est pas tout à fait bien comprise, hein, et donc là, vous l'avez sur la partie inférieure de la diapositive, hein, les 80%, ça veut dire qu'en réalité, vous, en tant que maître d'ouvrage, vous devez porter au moins 20% par rapport au financement public.
au financement public avec la définition de qui rentre dans les dispositifs du financement public. Les aides publiques, c'est l'État, tout ce qui sont les établissements publics, les aides de l'Union européenne, et puis en fait toutes les organisations internationales, les autres collectivités, etc. 80% au maximum pour ces partenaires-là, ça veut dire que vos financements par rapport à eux doivent représenter au moins 20%. Sachant que, évidemment, là, on n'a traité que la partie publique et que vous pouvez très bien, eh bien, pouvoir aller sur un financement plus large et cette fois-ci en basculant vers d'autres sources de financement que peuvent être les acteurs privés qui vont vous permettre parfois d'avoir un financement très important, proche peut-être de 100%, puisque là, vous êtes plus soumis à cette règle des 80%. Alors 80%, c'est la règle maximale. Dans certains cas, on peut, et dans certains territoires, aller au-delà. Je sais que j'ai peut-être des représentants ultramarins qui sont autour dans ce webinaire, autour de la table virtuelle, qui vont me dire tout à l'heure ou qui vont laisser dans les messages, on peut avoir parfois 90-95%. Ouais. La règle des 80, elle est aussi parfois limitée un petit peu en dessous, puisqu'on est quand même de plus en plus sur on essaie de limiter parfois quand on est financeur ou cofinanceur. Je pense par exemple à des contrats qui peuvent être portés à la fois par des cofinancements régionaux et départementaux. On est plutôt sur des niveaux de 70%. D'accord. Donc ça veut bien dire qu'à un moment donné, 80, 70 qui peuvent être des maximums, et déjà il faut pouvoir les obtenir, donc ce qui n'est pas forcément garanti, eh bien aussi d'avoir l'idée de se dire on peut aussi mobiliser d'autres modes de financement que les financements publics et de se porter vers des financements privés au travers de tous les dispositifs qui peuvent exister. Alors là, je vous ai mis simplement, juste pour illustrer ça, quelques fondations, en tout cas la partie plutôt d'entrer sous une partie, on va dire, mécénat, mais on va voir que évidemment, vous pouvez accéder à d'autres types de financement. Alors, pourquoi vous n'êtes pas forcément familiarisé? Parce que déjà, vous avez beaucoup d'autres financeurs publics à solliciter. Donc, comme on a pu le voir très rapidement, d'ailleurs, en n'ayant pas été évidemment exhaustif, et parfois déjà, les solliciter, c'est déjà compliqué, c'est des dossiers complexes à mener, quoi. Voilà. Après, vous avez certainement aussi une certaine méconnaissance des différentes possibilités de financement, parce qu'on pense tout de suite un peu au mécénat, mais en fait, les acteurs privés, vous pouvez les mobiliser au travers de d'autres dispositifs. Et puis, vous pouvez aussi avoir un petit peu une dimension, une forme de réticence, une dimension un peu morale par rapport à des acteurs privés, parce que quelque part, est-ce que je perds pas un petit peu de mon indépendance? Est-ce que ça me pose pas aussi quelques difficultés par rapport à la relation qui va s'établir avec ses partenaires et aux conséquences éventuelles par rapport à d'autres relations que je pourrais avoir ou devoir avoir au fil du temps. Là, on reviendra là-dessus parce qu'il existe, si jamais vous êtes un petit peu inquiet sur les relations que vous pouvez tisser avec un certain nombre de partenaires, notamment au travers des deux dispositifs les plus simples peut-être à mettre en œuvre dans un premier temps, que sont le mécénat et le sponsoring, vous savez qu'il existe des guides qui vous permettent un petit peu de savoir sur quel point de vigilance vous devez porter vos efforts pour éviter de vous mettre dans une situation un peu inconfortable d'un point de vue, on va dire, juridique. J'amène pas forcément la dimension pénale, mais en tout cas pour faire les choses, pour que vous ne soyez pas entravé dans les relations futures avec ses partenaires et que vous puissiez pouvoir continuer à avoir une relation normale. Voilà. Donc, lesquels partenaires privés? Donc là, je vous ai déjà cité les mécénats, les sponsoring, sachant que vous faites parfois pas forcément on ne fait pas forcément la différence très clairement entre les deux. Donc la dimension n'est pas tout à fait la même en matière de contrepartie. Si vous êtes dans le cadre du sponsoring, les contreparties, c'est vraiment le cœur du contrat, de la convention que vous allez signer avec vos partenaires privés. Le sponsoring, c'est souvent aussi un peu plus sur un certain nombre d'actions qui sont plus peut-être de votre budget de fonctionnement, mais ça peut aussi être mobilisé pour de l'investissement. Et à la rigueur, moi, je m'en fiche qu'on nous aide sur le fonctionnement ou l'investissement. Ce qui compte, c'est qu'on puisse m'aider. Le mécénat, il y a évidemment une dimension moins liée à des contreparties.
Évidemment, là, il y a aussi des conséquences en matière de fiscalité qui n'est pas la même pour vos mécènes. Alors, les mécènes, hein, qui peuvent être de nature différente, hein, que ce soit des personnes euh, physiques, hein, au travers peut-être de donations, de legs, hein, qui peuvent arriver aussi sous ces formes-là. On ne va pas rentrer dans toutes les arcanes et toutes les subtilités liées à des dispositifs fiscaux, mais je vous rappelle que quand même, quand vous êtes collectivité, vous pouvez faire des appels à dons qui peuvent, alors c'est pas systématique, c'est pas automatique, donc il faut prendre quelques précautions par rapport notamment à l'administration fiscale, faire bénéficier vos donateurs des avantages fiscaux. Et là-dessus, quand on est un petit peu inquiet ou circonspect ou qu'on se pose des questions sur est-ce que ma campagne de dons elle est éligible à cet avantage fiscal, on fait ce qu'on appelle un rescrit fiscal pour avoir l'avis de l'administration fiscale qui vous dira oui, c'est bon ou non, c'est pas bon. Alors l'avantage, c'est qu'on a la réponse. L'inconvénient, c'est que si la réponse elle est négative, eh bien, ça nous pose un petit problème puisqu'on est obligé de renoncer à ce dispositif de financement. Après, vous avez tout ce qui est fondation ou fonds de dotation, donc qui peuvent intervenir. Ça rejoint un peu la problématique évidemment du mécénat. Les fondations, il en existe beaucoup, beaucoup, hein, au travers de beaucoup d'entreprises, alors qui sont souvent très spécialisées sur un certain nombre d'actions. Donc, c'est compliqué de s'y retrouver dans cette nébuleuse de fondations ou de fonds de dotation. Il existe un annuaire, hein, que vous pouvez évidemment acheter qui permet d'identifier au moins toutes les structures existantes. Après, évidemment, quand on est en train de rechercher sur des financements spécifiques, sur des projets spécifiques, des financements spécifiques, c'est peut-être tout à fait intéressant, évidemment, de passer un petit peu de temps. Mais ça va nécessiter, évidemment, d'avoir du temps à y consacrer et donc d'avoir peut-être les moyens en interne pour pouvoir aller réfléchir là-dessus. Voilà, évidemment, fondation, vous avez celle que vous connaissez un peu plus, que ce soit la Fondation de France ou évidemment encore plus peut-être la Fondation du patrimoine. Je ne vais pas rentrer, parce qu'on n'a pas le temps de rentrer plus évidemment dans le détail, Fondation du patrimoine, eh bien ça comporte aussi le patrimoine au sens très large du terme. Hein, ce n'est pas que du bâti, ce n'est pas que du bâtiment, il y a aussi toute la notion aussi de patrimoine naturel, culturel, etc., environnemental. Donc je peux que vous encourager évidemment à penser aussi à cette fondation. Très vite, je vais simplement le citer. Vous savez que vous pouvez mettre des cagnottes en ligne aujourd'hui, faire du crowdfunding, c'est tout à fait possible pour les collectivités, même si évidemment les collectes vont pas vous permettre peut-être de mobiliser des enveloppes très conséquentes, mais d'un point de vue citoyen, implication des citoyens et d'appropriation d'un certain nombre de projets locaux, ça peut être tout à fait aussi intéressant. Vous pouvez mettre en place, je cite très rapidement, les projets urbains partenariales, c'est-à-dire de faire financer une partie d'investissements liés à de l'aménagement urbain de façon très large, de faire financer une partie de ces équipements ou de ces aménagements par des partenaires privés. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Là, maintenant, vous avez aussi des formes de partenariat public-privé, alors au travers des dispositifs qui est un petit peu moins usité depuis 2 ou 3 ans, mais qui a été très fortement avant, qui était le contrat de performance énergétique, avec l'idée qui est sous-jacente de faire financer vos investissements grâce aux économies attendues à l'avenir. Et puis, je ne vais pas du tout le développer, mais je l'ai mis un petit peu à part. Quand on veut aller sur des partenariats très lourds avec des privés, vous pouvez envisager la création d'une société dédiée qui s'appelle la CEMOP, la Société d'économie mixte à opération unique, mais je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'on est très avancé déjà dans l'horaire. Très rapidement, les autres partenaires privés que vous pouvez solliciter, n'oubliez pas que quand vous êtes sur la thématique sportive, vous avez un certain nombre de fédérations sportives qui peuvent vous aider. Alors attention, il y a fédération riche et fédération pauvre. Hein, et parfois, évidemment, on est très déçu de ce qu'on peut obtenir. Parfois, ça va nous amener aussi à devoir revoir un petit peu nos projets parce que ces fédérations veulent bien nous aider, mais vont nous mettre des exigences qui peuvent avoir des conséquences en termes d'ampleur plus importante du projet et des conséquences financières, etc. Bon, en tout cas, bah, ça veut dire quand même qu'il faut voir si sur vos projets, on ne peut pas solliciter les fédérations. Alors là, j'ai cité la partie sportive, c'est la plus facile, mais sur d'autres domaines d'intervention, il y a aussi un certain nombre, soit d'associations, soit de fédérations, qui peuvent éventuellement vous aider. Et quand vous êtes dans le sport,
évidemment, n'hésitez pas, enfin, vous serez certainement amené à travailler avec l'Agence nationale des sports, l'ANS. Très rapidement, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. Si vous êtes avec des acteurs privés, que vous êtes en train de faire du sponsoring, du mécénat, que vous avez un certain nombre d'inquiétudes d'un point de vue juridique, d'un point de vue pénal, d'éviter un certain nombre de risques liés au conflit d'intérêts, éventuellement de corruption, etc., etc., il existe un petit guide où je vous ai mis la page de couverture en photo qui est édité par l'Agence française de corruption, qui vous donne quelques règles simples et qui vous aide pour savoir si vous pouvez faire ou pas faire dans de bonnes conditions. Très rapidement, parce qu'il est déjà pratiquement midi 20, donc Laurence va bientôt me dire on va arrêter. S'organiser en interne pour optimiser les financements, eh bien, mettez en place des systèmes de veille. Alors, il existe quelques outils aujourd'hui. Alors, je vous ai parlé de l'Agence nationale de cohésion du territoire, mais il existe aussi la start-up d'État qui s'appelle Aide Territoire, qui est donc d'ailleurs portée par la ANC, si je peux dire, m'exprimer ainsi, qui recense quand même beaucoup des dispositifs de financement que vous pouvez solliciter. Alors, le niveau d'exhaustivité, il n'est pas encore suffisant, mais cette plateforme fait des efforts constamment pour l'enrichir d'un certain nombre de dispositifs. Donc, vous avez au moins toute la partie fonds européens, au moins toute la partie fonds nationaux. Après, les régions, les départements, évidemment, il faut que les partenariats se mettent en place pour qu'on ait aussi leur propre politique de soutien aux projets locaux. Et puis, de toute façon, même si vous avez déjà un outil intéressant au travers de cette plateforme de territoire, allez mettre des alertes sur vos sites de vos partenaires habituels, publics, État, régions, etc., etc. L'annuaire des fondations, je vous l'ai déjà évoqué tout à l'heure. La recherche de financement, si on a le temps, simplement, c'est pas qu'un enjeu, c'est pas parce que c'est financement que c'est que le seul service financier ou les seuls services financiers, mais ça nécessite bien au niveau de vos collectivités à vous organiser et donc de trouver les moyens de coopération, de collaboration avec les autres services, et donc de savoir d'ailleurs quelle est la place réelle du service financier par rapport à la problématique de recherche de financement. Et évidemment, vous avez aussi les élus et puis vous avez tout ce qui va être priorité du projet municipal parce qu'il va bien falloir qu'on sache ce qu'on a à faire pour savoir vers où on se dirige pour optimiser notre recherche de financement. Donc là, je vais peut-être… J'ai encore combien de temps, Laurence? Si on veut répondre à quelques questions, peut-être. On va… Écoutez, je vous laisse 5 minutes encore. 5 minutes. Voilà, le quatrième point, on n'ira pas, c'est pas très grave. S'organiser en interne, ça suppose aussi peut-être avoir bien identifié que c'était un enjeu, la recherche de financement. Alors, évidemment, on évite le genre de le financement, les subventions, c'est l'affaire de tous, parce que c'est pas comme ça qu'on réussit à capter beaucoup plus, en tout cas, de financement. C'est plutôt quand même d'avoir des ressources qui soient un petit peu dédiées. Et là, je pose une question. Est-ce que le chasseur de subventions, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mis de S d'ailleurs, est-ce que c'est un bon investissement pour la collectivité? Alors ça, oui, ça peut l'être. Ça peut l'être, mais pas dans toutes les collectivités, parce qu'évidemment, je suis en train de vous dire, faire des dépenses pour aller gagner de l'argent. Enfin, il y a un retour sur investissement qui peut être très important. Pour les plus petites collectivités, hélas, c'est pas si simple que ça parce que, évidemment, là, l'enjeu financier est trop important. Tournez-vous un peu peut-être vers d'autres collectivités, vers de l'intercommunalité sous une forme existante ou vers votre intercommunalité. Et puis après, moi, je trouve que si c'est une vraie priorité au sein de vos collectivités, c'est pas mal qu'elle soit aussi incarnée ou portée par un élu au sein de l'équipe exécutive qui montre bien que c'est quelque chose qui est aussi important et donc qu'il y ait une délégation autour, non pas aux finances, parce qu'elle existe, un budget finance, mais là, et ce n'est pas forcément non plus évidemment le même adjoint, d'avoir une délégation sur la partie financement. En tout cas, ça permet de pouvoir coordonner et de mobiliser les ressources internes au sens fonctionnel, fonctionnaire, qui vont être mobilisées pour ça et de lui donner une dimension de priorité puisqu'elle est aussi incarnée au travers d'une délégation. Et puis, si on veut être pertinent pour pouvoir trouver beaucoup de financement, ce n'est pas en s'y prenant à la fin d'un projet, c'est-à-dire une fois que le projet a été maturé et qu'il est bouclé techniquement,
mais c'est bien dès le début et peut-être même en amont des projets. Et donc, ça veut dire que là, vous devez avoir évidemment des outils qui vous permettent d'anticiper, ne serait-ce que tout ce qui va tourner autour d'une véritable programmation des projets d'investissement. Donc, ça veut bien dire qu'il y a du PPI. Donc, ce qui va vous permettre, dès que voilà, les projets vont commencer à être en réflexion et gestation, d'avoir déjà les premiers axes de réflexion sur les financements qu'on pourra mobiliser, euh, mobiliser pour ça. Et donc, d'avoir un véritable plan ou une programmation pluriannuelle des investissements et des outils qui vont vous permettre d'ailleurs, après, d'un point de vue budgétaire, de les mettre en œuvre. On ne va pas aborder la problématique ou l'enjeu de disposer des autorisations de programme, mais c'est quand même aussi quelque chose qui est important par rapport à cette problématique aussi de recherche de financement. En tout cas, ça veut dire que les projets, ils doivent être très, très vite identifiés pour vous permettre d'être déjà en veille, d'avoir des idées et des pistes pour trouver des financements, pour ne pas gaspiller aussi vos opportunités de financement. En attendant trop longtemps, vous risquez de vous tourner vers des dispositifs classiques et donc de ne pas avoir la possibilité d'avoir recours à d'autres modes de financement. Donc, ne pas gaspiller, là, on va finir sur ce point-là, ne pas gaspiller ces opportunités de financement. Et je retourne un petit peu à ce que j'ai dit en début, c'est dire je ne me focalise pas simplement sur les choses que je connais bien, DETR, des îles, etc., fonds verts, c'est plutôt ces éléments-là que je vais aller chercher dans un deuxième temps peut-être, et je vais plutôt, et ça nécessite évidemment d'avoir du temps pour le faire, aller voir si je ne peux pas mobiliser d'autres partenaires publics ou d'autres partenaires évidemment aussi privés pour financer mes investissements. Voilà, je vais arrêter là puisqu'il y a encore quelques petites slides derrière, mais ce n'est pas très grave. C'est un sujet évidemment qui est très difficile à traiter en quelques minutes. Et Laurence, eh bien, je n'ai pas vu si vous aviez eu un certain nombre de sollicitations, de réactions ou de questions par rapport à mon bref propos. Eh ben oui, c'est sûr qu'il est difficile de résumer une formation qui dure 2 jours sur un temps de 45 minutes imparti, mais merci pour tout ce que vous nous avez exposé ce matin. On a eu beaucoup de questions, on ne va pas pouvoir toutes les prendre parce que d'une part, il y a des questions très spécifiques à certains établissements qui n'intéresseront pas tout le monde. Voilà, je laisserai à Monsieur Pifot la discrétion d'y répondre par la suite ou pas. Je vais juste évoquer, vous avez évoqué les fonds européens qui ne sont pas administrés par la région et quelqu'un se demandait où trouver ces éléments d'information. Alors, les éléments d'information, c'est parfois relayé, comme je disais, par exemple, sur un des fonds sectoriels qui est le LIFE lié à la partie environnementale. Lui, il est relayé sur le site du ministère de la Transition, le MTE, donc ministère de l'Environnement, pour prendre les anciens vocables. Et donc là-dessus, c'est relativement facile d'avoir accès à l'information. Sinon, et on va sur les sites de l'Union européenne et qui vous permettent d'avoir, il y a un site qui recense l'ensemble des dispositifs et après d'avoir accès à l'information. Alors, l'inconvénient, c'est que parfois, la documentation, elle n'est pas forcément en français. Il y a un certain nombre de dispositifs en anglais. Quand même, la plupart du temps, vous avez la traduction et donc qui vous permet, selon le secteur qui vous intéresse, vous aviez compris que c'était quand même très spécialisé. Hein, je vous ai parlé par exemple, de projets, enfin de financement qui concerne les projets de création culturelle. Donc ça concerne certains, enfin un de ces programmes très spécifiquement, etc., etc. L'information, elle est un petit peu lourde à trouver, enfin lourde à identifier, à trouver, mais en tout cas, elle est copieuse et on peut avoir des idées en prenant un peu de temps. C'est toujours là, évidemment, une problématique peut-être de temps et d'urgence, en lisant ce type de documents qui vous permettent de se dire, bah oui, tiens, on a où on va avoir tel projet, et là, je fais encore le lien avec la programmation. C'est vrai que là, je sais qu'il y a peut-être une piste qu'on pourrait envisager. Mais honnêtement, dans un premier temps, sur les fonds européens, n'allez pas forcément sur ces fonds dits sectoriels ou thématiques.
Et là, c'est plutôt pour les gros projets sur lesquels, à mon avis, on peut essayer de passer un petit peu de temps. Sinon, vous risquez de perdre beaucoup de temps, alors que vous avez d'autres dispositifs au travers des fonds structurels qui seraient quand même peut-être plus pertinents d'envisager dans un premier temps, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, je vais prendre une dernière question. Vous avez effectivement parlé de fondations privées qui existaient effectivement par rapport au financement des collectivités. Et dans la même veine, est-ce qu'il existe, selon vous, une liste de ces fondations privées? Alors, c'est ce que j'ai dit, il existe un annuaire de fondations ou de fonds de dotation. Alors, je ne vais pas rentrer dans la définition de la différence entre une fondation et un fonds de dotation. C'est à peu près la même chose, sachant qu'effectivement, derrière, c'est bien du mécénat que vous retrouvez. Et donc, il existe un annuaire des fondations et des fonds de dotation qui existent, que l'on peut acquérir. Et je crois qu'il coûte pour les collectivités de mémoire 49 euros. Voilà. Après, sinon, vous avez dans ne serait-ce que vos partenaires ou fournisseurs ou entreprises habituelles ou locales, parfois déjà des gens qui ont des dispositifs, qui ont des fondations ou des fonds de dotation. Évidemment, toutes les banques et toutes les banques qui s'intéressent au secteur public local, que ce soit le Crédit Agricole ou autre, ont de multiples parfois fondations. Et puis, vous avez parfois des grandes entreprises qui sont installés sur vos territoires, qui ont aussi cet outil d'intervention parce que leur entreprise a une ou deux fondations qui interviennent sur des thématiques spécifiques. Alors attention, leurs actions ne sont pas toujours que nationales ou locales, mais en tout cas, c'est pas mal quand vous avez des relations à nouer avec ces acteurs-là, d'avoir l'idée qu'ils ont aussi la possibilité peut-être de vous aider dans vos projets en activant leur propre fondation. Quand j'étais sur les relations à établir avec les partenaires privés, c'est quelque chose qui est parfois tout à fait pertinent et relativement simple à mettre en œuvre dans des conditions tout à fait raisonnables et de maintien de respect de la loi et d'indépendance par rapport à ces acteurs privés. Donc, le seul moyen de savoir, c'est d'avoir accès à cet annuaire, ou alors après, évidemment, de faire des recherches thématiques, évidemment, en disant fondation qui financerait tel objet. Et puis, vous avez quand même aussi la Fondation de France qui héberge aussi beaucoup de ces structures qui va vous permettre de trouver, avec une recherche sectorielle, un certain nombre de fondations existantes qui pourraient vous aider. Puis après, il y a la Fondation du patrimoine qui est quand même, elle, facile d'accès pour toute la partie patrimoine. Patrimoine, je le rappelle, au sens large du terme, très large du terme, et pas simplement les bâtiments. Très bien. Écoutez, Monsieur Pifot, il me reste à vous remercier à nouveau pour cette intervention très riche. Et quand on cherche de l'argent, être riche, c'est quand même important. Voilà, exactement. La prochaine session de la formation que vous animez sur ce sujet se déroulera les 12 et 13 novembre prochains à Paris et en distanciel. Donc effectivement, là, nous avions 1 heure impartie. La formation dure 2 jours, donc bien évidemment, vous pourrez poser toutes vos questions à Monsieur Pifot lors de cette formation si vous souhaitez y participer, ce que je vous invite à faire. Merci à tous de votre Laurence, si attention. vous me permettez un tout petit dernier mot, c'est que cette formation, le 12 et le 13 novembre, elle sera en inter, évidemment, mais que de plus en plus, on nous sollicite pour mettre en place des formations en intra, avec l'avantage, alors évidemment, il y a moins d'échanges d'expériences avec les autres territoires, mais l'avantage, c'est qu'on travaille sur des choses qui sont déjà beaucoup plus propres à vos collectivités et d'avoir vraiment un travail de recherche par rapport aux enjeux de votre projet local. Donc, ça peut être tout à fait aussi intéressant d'avoir ce type de formation à mettre en place. Absolument. Et là-dessus, n'hésitez pas à nous solliciter non plus. Bien évidemment, nous adaptons nos programmes de formation pour des formations en intra dans votre collectivité à partir de 4 personnes intéressées. Et là, on peut tout à fait adapter à vos problématiques et vos propres besoins. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Et Monsieur Pifot, ce sera un plaisir de venir vous voir où que vous soyez. Ah oui, je me déplace aussi. Oui. Voilà. Virtuel. Hein. Voilà. Merci encore, merci à tous d'avoir participé. Je vous souhaite un très bon appétit et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau webinaire organisé par la Gazette des communes formation et surtout, j'espère pouvoir vous rencontrer
sur la journée pour le PLF 2025, en espérant que d'ici là, les choses seront un peu plus claires, le 21 octobre prochain. Merci, Monsieur Pifot. Merci, bonne journée à toutes et à Bonne tous. journée. Au revoir. Au revoir.